Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching et médiation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, les émotions au cœur du conflit. Comment les reconnaître avant, pendant et après ? Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière ce qui se passe vraiment en vous quand un conflit se prépare, éclate, puis laisse des traces. Et je vous donnerai à la fin une action pour commencer à mieux naviguer dans cette tempête émotionnelle. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver au cœur d'un conflit sans vraiment comprendre ce qui se passait pour vous ? Peut-être une colère qui surgit sans prévenir, une tristesse profonde qui vous submerge, alors que tout semblait anodin, ou encore ce mélange d'agacement et de honte qui s'entrelace jusqu'à vous rendre confus, épuisé, impuissant face à l'autre. Les conflits, qu'ils soient familiaux, professionnels ou amicaux, ne se résument jamais à une simple opposition d'opinions. Ce sont avant tout des expériences profondément émotionnelles. Et pourtant, combien d'entre vous savent vraiment identifier ce qu'ils ressentent dans ces moments-là ? Combien d'entre nous ont appris à décoder ces signaux que notre corps et notre psyché nous envoient ? Vous savez, chez Resolveco, nous observons chaque jour que les conflits les plus destructeurs ne sont pas ceux où il y a forcément le plus d'enjeux matériels ou financiers. Non. Ce sont eux et ceux où les dimensions psychologiques, émotionnelles, identitaires, symboliques, existentielles n'ont jamais été traitées. Parce qu'un conflit, ce n'est jamais juste un désaccord. Nous l'avions vu dans les épisodes précédents. C'est quand les réactions psycho-émotionnelles prennent le dessus. C'est quand on ne peut plus penser clairement. C'est quand tout se mélange. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du conflit, de ce qui fait l'essence même du conflit, les émotions. Nous allons voir comment elles s'invitent avant même que le conflit n'explose, comment elles s'enchevêtrent pendant l'affrontement, puis comment elles laissent des traces après la crise. Mon but, vous aider à mieux connaître et reconnaître, comprendre et commencer à agir sur vos émotions en situation de conflit. Et vous donner envie d'aller plus loin, d'explorer avec nous dans d'autres épisodes tel ou tel mécanisme ou émotion qui vous concerne. Que se passe-t-il en vous avant que le conflit n'éclate ? Commençons par l'avant-conflit, vous voyez ? On pense souvent que le conflit démarre au moment de la dispute, du désaccord, du reproche formulé. Mais en réalité, tout commence bien plus tôt. Dans une zone grise où les émotions s'installent, parfois à bas bruit, souvent en silence. Avant que le conflit ne devienne explicite, vous ressentez probablement des émotions primaires. Tenez par exemple, la peur d'être incompris, la frustration devant une injustice ressentie, la tristesse de ne pas être reconnu, l'agacement face à un comportement répété. Ces émotions jouent un rôle d'alerte. Elles sont des signaux d'un besoin non satisfait, d'un schéma relationnel activé ou d'une blessure ancienne qui se réveille. Alors oui, cela explique pourquoi certaines personnes ont systématiquement des conflits avec la plupart des gens. Généralement, ce sont des gens qui ont beaucoup de difficultés personnelles. Et ils ne savent souvent pas comment réguler leurs émotions. Ils ne se comprennent pas. Reparlons de ces émotions qui ont un rôle d'alerte. Vous savez quoi ? C'est des signaux qui sont comme des voyants qui s'allument sur un tableau de bord. Le problème, c'est que nous avons tendance à les ignorer jusqu'à ce que le moteur surchauffe. Prenons l'exemple d'une réunion professionnelle. Votre idée est rejetée, sans ménagement. Ce que vous ressentez d'abord, avant même de répondre, c'est sans doute de la déception,
puis une montée de colère, peut-être un sentiment d'injustice, ou la honte de ne pas avoir su convaincre. Et ces émotions peuvent rester enfouies, mais elles conditionnent déjà votre posture, votre façon d'interpréter la suite. Et des fois, la suite, c'est plusieurs jours après. Vous me suivez ? Ce phénomène est parfaitement illustré par ce que nous appelons la métaphore de l'iceberg. Vous connaissez ? La partie visible, c'est le sujet du conflit. Par exemple, Marc ne répond pas aux appels de sa sœur Sophie pour organiser le planning de leur maman vieillissante. Mais la partie immergée, bien plus massive, ce sont les émotions et les besoins non satisfaits de Marc. Son besoin de reconnaissance, de soutien, de sécurité et sa peur de l'abandon. Très vite, d'autres couches émotionnelles apparaissent. Ce n'est plus seulement de la colère, mais aussi de la culpabilité d'en vouloir à l'autre, de la peur de perdre la relation, ou encore de la honte d'avoir été mise à mal devant un groupe. Ces émotions secondaires que je ressens à propos de ce que je ressens sont complexes. Elles sont souvent difficiles à identifier sans un vrai travail sur soi. Dans les conflits familiaux, par exemple, il n'est pas rare d'éprouver à la fois de la tristesse, par exemple de ne pas être entendu, et de la rancœur face à une injustice ancienne. Ces deux émotions se recouvrent parfois d'une chape d'indifférence de façade pour tenir bon. Revenons à Sophie. Dans les semaines qui précèdent le conflit avec son frère Marc, elle ressent elle aussi un mélange complexe. Il y a d'abord l'agacement, Marc ne répond jamais, puis la frustration qui monte, pourquoi je dois tout gérer seul, puis la tristesse, mon frère ne m'aide pas, et par-dessus de tout ça, une couche de culpabilité, je ne devrais pas lui en vouloir, il a sa vie, il a ses contraintes. Ça vous parle ? Ces émotions qui s'empilent, qui se contredisent parfois, qui vous épuisent avant même que le conflit n'éclate. Vous vous demandez comment distinguer une émotion primaire d'une émotion secondaire, ou pourquoi vous ressentez parfois de la colère sur fond de tristesse. Nous y reviendrons dans un prochain épisode avec des exemples concrets et des outils pour y voir plus clair. Dans les conflits complexes, vous savez, ceux où plusieurs enjeux s'enchevêtrent, pouvoir, reconnaissance, loyauté, identité, émotions, mais aussi questions financières, organisationnelles ou juridiques. Ce terreau émotionnel est d'autant plus riche, et les émotions d'autant plus difficiles à démêler. Parfois, vous ne savez même plus ce qui vous appartient vraiment. Est-ce votre colère d'aujourd'hui ou celle que vous portez depuis l'enfance? Est-ce la peur de décevoir ou le besoin de contrôler? Est-ce que cette tristesse vient de la situation actuelle ou est-ce qu'elle réactive un deuil ancien, une blessure d'abandon? Nous pensons que c'est exactement là que réside la complexité. Parce que vos émotions aujourd'hui sont le résultat de plusieurs strates. Il y a les faits objectifs de la situation présente, oui, donc on va dire les raisons apparentes du conflit, mais il y a aussi vos schémas appris dans l'enfance, comment gérer les conflits dans votre famille par exemple. Il y a votre degré de maîtrise des processus émotionnels et cognitifs. Est-ce que vous savez réguler vos émotions ou est-ce qu'elles vous submergent? Il y a vos traumas éventuels, des expériences passées qui ont laissé des cicatrices. Il y a votre tempérament. Êtes-vous plutôt anxieux, plutôt colérique, plutôt impulsif, plutôt renfermé? Ça vous parle? Cette impression que tout est mélangé, que vous ne savez plus d'où vient quoi. C'est dans ces situations que l'accompagnement extérieur pour les conflits prend tout son sens. Seul, il est très difficile de distinguer ce qui vient de l'événement présent, de vos schémas appris, de votre histoire ou de votre tempérament. Chez Rezovco, nous sommes spécialisés dans ces conflits complexes où tout est entremêlé. Nous avons développé une approche qui accorde une grande partie de l'attention aux dimensions psychologiques, émotionnelles, identitaires, existentielles, relationnelles et symboliques, tout autant qu'aux dimensions matérielles, financières, organisationnelles et juridiques. En fait, nous avons observé que des proportions correspondent à la réalité des conflits complexes et il y a à peu près 70% de notre attention sur les problématiques psychologiques, relationnelles, émotionnelles, identitaires, voire symboliques, et 30%
sur les dimensions matérielles, financières, organisationnelles et juridiques, où les règles sont beaucoup plus claires, où il y a de nombreux experts. En tout cas, nous pouvons vous aider à clarifier d'où viennent exactement vos émotions et à vous permettre une véritable et durable régulation émotionnelle indispensable dans les situations de désaccord. Alors arrive le temps de l'affrontement. Ici, les émotions montent, changent, s'enchevêtrent et parfois explosent. Que se passe-t-il pendant le conflit? Bien souvent, c'est le chaos intérieur. Beaucoup se sentent submergés ou dépassés par ce qui se joue. Reprenons l'exemple de Sophie et Marc. Le conflit éclate lors d'un repas de famille. Marc dit à Sophie « Franchement, tu te stresses pour rien. Maman va très bien. » Et là, c'est le déferlement. Pendant le conflit, ce sont d'abord les émotions simples, dites primaires, qui vont prendre le dessus. Colère, sentiment d'injustice ou de non-respect. Peur d'être rejeté, de perdre la face, d'être abandonné. Tristesse, de constater la rupture ou l'incompréhension. Dégoût, devant un comportement perçu comme inacceptable. Surprise, quand la réaction de l'autre dépasse ce qu'on avait anticipé. Ces émotions sont souvent intenses, brutes, difficiles à maîtriser. Vous vous sentez peut-être en colère, mais au fond il y a souvent une tristesse ou une peur qui n'ose pas dire son nom. La tristesse est souvent cachée derrière le masque de l'agressivité. Sophie explose. « Me stresser pour rien ? Mais tu ne fais jamais rien. C'est facile de dire ça quand tu te reposes sur moi. » L'émotion qui apparaît au premier plan est la colère, comme souvent dans les conflits. Mais vous voyez, la colère, c'est une émotion fascinante. Elle est comme un panneau indicateur très bruyant et lumineux. Elle signale presque toujours qu'une de vos valeurs fondamentales a été bafouée ou qu'une de vos limites a été franchie. Mais elle est aussi une émotion cache-misère. Elle est socialement plus acceptable, souvent et surtout pour certains. Il est plus acceptable, la colère, que d'exprimer sa vulnérabilité. Rapidement, ces émotions pures vont se transformer, se mélanger, s'amplifier mutuellement. Par exemple, derrière la colère, il peut y avoir une honte profonde. Je ne devrais pas me mettre dans cet état. Sous la peur, il y a souvent une culpabilité. Je ne devrais pas ressentir ça. Parfois même, vous ressentez de la colère contre votre propre tristesse ou de la peur de votre propre colère. Si on pouvait mettre le conflit sur pause et décortiquer la colère de Sophie, que trouverait-on juste en dessous? De la tristesse profonde, la tristesse de ne pas se sentir vue, entendue et aimée par son frère. La tristesse de voir leur lien fraternel abîmé par cette situation. De la peur intense, la peur très concrète de devoir affronter seule la maladie ou la dépendance de sa mère. La peur de l'épuisement. Un immense sentiment d'impuissance. Le sentiment que, quoi qu'elle fasse, la situation ne s'améliore pas. Et ce mélange, pendant le conflit, crée un brouillard émotionnel. Vous n'arrivez plus à penser clairement, à distinguer ce qui vient de l'autre, de vous, de la situation elle-même. Les paroles fusent dans tous les sens. C'est le détournement amygdalien dont parlent souvent les scientifiques. C'est le chaos des émotions. Vous voyez, l'amygdale, c'est une petite structure dans notre cerveau reptilien qui prend le contrôle. Elle perçoit une menace, l'invalidation, l'injustice, et déclenche une réaction de survie. Attaquer, fuir, se figer. Le cortex préfrontal, lui, est notre cerveau rationnel. Il est mis sur la touche. Il n'y a plus de place pour la nuance, seulement pour la réaction. Le reconnaître est fondamental. Pendant une crise, vous n'interagissez pas avec une personne rationnelle, mais avec un système limbique en état d'alerte. Tenter de raisonner quelqu'un en pleine crise de colère est aussi efficace que de tenter d'expliquer le code de la route à une voiture qui dérape sur du verglas. Vous voyez ? Pendant le conflit, nous sommes souvent aveuglés par notre propre colère et par celle de l'autre. Nous ne voyons que l'agression, la partie visible de l'iceberg de l'autre. Marc, en réponse à la colère de Sophie, pourrait se sentir attaqué.
et réagir lui-même avec colère, créant une escalade et réagissant lui-même avec ses propres émotions enfouies depuis longtemps. Il pourrait aussi se sentir coupable ou triste, mais ces émotions seraient probablement masquées par une posture défensive. Et après le conflit, qu'est-ce qui se passe? Et bien souvent, après le conflit, les voix se sont tues. Le repas de famille est terminé. Chacun est reparti de son côté. Le silence qui suit un conflit est rarement un silence de paix. C'est un silence lourd, épais, chargé d'émotions non résolues. C'est la phase après, et elle est tout aussi importante que ce qui précède. Car c'est de là qu'il y a des possibilités. Chez Sophie, le paysage émotionnel a encore changé. La colère chaude a peut-être laissé la place à la culpabilité. J'ai crié devant tout le monde. J'ai tout gâché. J'ai été trop dure, vous voyez? La culpabilité se concentre sur un acte. J'ai fait quelque chose de mal. Puis vient la honte. Je suis une mauvaise sœur, une personne colérique. Qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi? La honte est plus profonde. Elle se concentre sur l'identité. Je suis mauvais, je suis mauvaise. Cette distinction est capitale. La culpabilité dit « j'ai fait une erreur ». La honte dit « je suis l'erreur ». L'une est réparable, l'autre attaque votre essence même. Nous consacrerons un épisode entier aux émotions complexes, comme la honte et la culpabilité. Elles sont au cœur de nombreux conflits internes et relationnels. Et nous verrons comment apprendre à les traverser sans se laisser submerger. Alors le ressentiment, c'est autre chose. C'est une colère froide qui s'installe dans la durée. Je ne lui pardonnerai pas sa remarque. Il ne se rend compte de rien. Le ressentiment, c'est un poison lent qui maintient le conflit en vie, même en silence, et le ressentiment peut durer très longtemps. La tristesse, elle, est toujours là. Peut-être plus apparente maintenant que la colère est retombée. La tristesse de la distance, du fossé qui se creuse. Du côté de Marc aussi, on pourrait trouver de la rancœur, elle m'a humilié, de la confusion, je ne comprends pas pourquoi elle a réagi comme ça. Ou peut-être une pointe de culpabilité qui commence à émerger. Cette phase est un carrefour. Soit les émotions négatives s'enquistent, créant des non-dits et préparant le terrain pour un prochain conflit encore plus violent, soit cette phase devient une opportunité de digérer ce qui s'est passé et éventuellement de réparer. C'est ici que la conscience de ses propres émotions devient un super pouvoir. Si Sophie peut se dire « Ok, je ressens beaucoup de culpabilité pour avoir crié, mais sous ma colère, il y avait surtout une immense tristesse et une grande peur. C'est ça mon vrai message. » Alors, elle détient la clé pour ouvrir la communication avec Marc sur une base bien plus constructive. Ensuite, il va falloir accepter de faire preuve de sa propre vulnérabilité. Mais c'est encore une autre histoire. Vous comprenez maintenant pourquoi nous pensons que les émotions sont des messagères? Elles portent tout un message essentiel sur nos besoins, nos blessures, nos limites. Alors comment agir concrètement? Maintenant que nous avons fait ce voyage, vous vous dites peut-être « C'est bien de comprendre, mais concrètement, je fais quoi ?» C'est la question la plus importante. Voici juste 2 outils, simples mais puissants à expérimenter dès aujourd'hui. Tenez, je dis bien expérimenter parce que c'est en pratiquant qu'on apprend. Premier outil, les neurosciences ont montré quelque chose de fascinant. Le simple fait de mettre un mot sur une émotion, là je ressens de la frustration, je sens de la peur qui monte, etc., active notre cortex préfrontal, le cerveau rationnel. En nommant l'émotion, vous commencez déjà à calmer l'amygdale. Au lieu de dire « je suis en colère », essayez « je ressens de la colère ». Cette petite nuance crée une distance. Vous n'êtes pas l'émotion, vous êtes celui ou celle qui la ressent. C'est une différence capitale. Cela vous redonne du pouvoir. L'émotion n'est plus votre identité. Elle devient une information,
un signal à décoder. Deuxième outil, le bouton pause. Lorsque vous êtes en plein détournement amygdalien pendant le conflit, le meilleur réflexe n'est pas de contre-attaquer, mais d'appuyer sur pause. C'est incroyablement difficile, mais c'est une compétence qui se travaille. Nous avons beaucoup de techniques pour contrôler l'impulsivité. Bien sûr, il va falloir de l'entraînement. C'est un outil très puissant par rapport au conflit. Alors, je vais vous donner un exemple, cela peut prendre la forme d'une phrase simple. Écoute, je sens que l'émotion est trop forte, j'ai besoin de 10 minutes avant qu'on continue. Ou bien, ce que tu me dis me touche beaucoup, j'ai besoin de digérer, on en reparlera. Cette pause n'est pas une fuite, c'est un acte de protection, pour vous, pour l'autre et pour la relation. C'est le temps nécessaire pour que votre cerveau rationnel revienne en ligne. Parce que vous vous souvenez, quand l'amygdale est aux commandes, le cortex préfrontal est hors service. Il faut entre 15 et 20 minutes pour qu'il reprenne le contrôle. La pause, c'est ce temps de récupération. Attention, ces exercices sont des points de départ. Dans les conflits complexes, et nous sommes spécialisés chez Resolve dans ces conflits où il y a plusieurs enjeux enchevêtrés, l'analyse nécessite souvent un regard extérieur qui s'y connaît bien. Selon nous, vous aurez besoin d'un accompagnement pour être sûr que les techniques que vous utiliserez sont bien appropriées à votre situation particulière. Car chaque conflit, chaque situation est unique. Et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Il faut analyser d'où viennent exactement vos émotions, des faits, de vos schémas appris, de votre maîtrise ou non des processus émotionnels et cognitifs, de traumas, de votre tempérament, etc. pour pouvoir vous accompagner vers une véritable et durable régulation émotionnelle. Et vous voyez, c'est exactement là que réside toute la complexité. Dans un conflit simple, vous pourriez peut-être vous débrouiller seul avec ces outils. Mais dans les conflits complexes, ceux où il y a plusieurs enjeux qui s'entremêlent, pouvoir, reconnaissance, loyauté, identité, finances, organisation, etc., il devient presque impossible de démêler seul les fils émotionnels. Parce que ces émotions sont entrelacées, elles interagissent entre elles, elles se nourrissent les unes les autres. Et seul il est difficile de démêler ce chaos, cet enchevêtrement. Et les émotions, elles créent ce que nous appelons des cercles vicieux. Vous créez exactement ce que vous redoutez. Votre peur de l'abandon provoque des comportements qui poussent l'autre à s'éloigner. Nous avions déjà fait un épisode sur les peurs. Votre besoin de contrôle génère de la résistance. L'ego s'en mêle et on s'enferme dans des dynamiques dont on ne sort plus. Les émotions ne sont pas nos ennemis dans un conflit, elles sont des messagères. La peur nous signale un danger. La colère nous signale une limite franchie. La tristesse nous signale une perte. Apprendre à écouter leurs messages plutôt que se laisser submerger par leur volume, voilà tout l'enjeu. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons exploré ce qui se passe avant, pendant et après un conflit sur le plan émotionnel. Vous vous souvenez ? Avant le conflit, il y a ce terreau invisible, les émotions primaires, comme signaux d'alerte, puis l'entremêlement des émotions secondaires. Nous avons vu la métaphore de l'iceberg. La partie visible du conflit n'est que la pointe émergée. Pendant le conflit, c'est la tempête. Les émotions primaires explosent, le détournement amygdalien prend le contrôle et la colère masque souvent toutes les autres émotions et bien souvent la peur et la tristesse. C'est le cerveau reptilien qui commande, pas le cerveau rationnel. Après le conflit, c'est le champ de bataille émotionnel. Culpabilité, honte, ressentiment, tristesse. Et c'est là que tout peut soit s'enquister, soit devenir une opportunité de réparation. Et vous repartez avec des outils. Le pouvoir de la nomination pour apaiser l'amygdale et le bouton pause pour laisser le temps au cerveau rationnel de revenir en ligne. Mais nous pensons que le plus important, c'est de comprendre que, sans intelligence émotionnelle,
Il n'y a pas de stratégie qui fonctionne vraiment. Il n'y a pas de négociation qui fonctionne vraiment. Dans la négociation, il y a d'ailleurs énormément d'intelligence émotionnelle à avoir. Les techniques juridiques, l'organisation, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Si on ne traite pas le psycho-émotionnel, vous en avez toujours gros sur la patate, comme on dit. Si vous sentez que vos émotions sont trop entremêlées, que vous n'arrivez pas à démêler ce qui vient de quoi, des faits, de vos schémas appris, de votre histoire, de votre tempérament, n'hésitez pas à nous contacter chez Resolve.co pour y voir plus clair. Nous proposons des accompagnements personnalisés en analyse, conseil, coaching et médiation qui vous aident à faire l'analyse et la transformation de vos conflits. N'oubliez pas, sans intelligence émotionnelle, il n'y a pas de négociation qui fonctionne vraiment. Alors, pour plus d'informations, www.resolveco.fr. Si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. D'ici notre prochain épisode, je vous lance un petit défi. Essayez d'observer vos émotions au moins une fois par jour. Devenez un détective de vos propres émotions. Vous serez surpris de tout ce que vous allez découvrir. C'était Les émotions au cœur du conflit, un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur mon site resolveco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt pour de futurs épisodes sur les émotions et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolve.co, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolve.co.